Chers amis étudiants, bonjour. Bienvenue au module de pneumologie. Nous allons aujourd'hui parler des bases fondamentales de la tuberculose pulmonaire. Vous pouvez avoir plus d'informations aussi sur la tuberculose pulmonaire en consultant ces différents sites. Alors d'abord, il faut savoir que la tuberculose est une maladie très ancienne qui remonte à la nuit des temps, c'est-à-dire qu'elle a existé depuis des millénaires. Le premier médecin qui a donc qui a examiné ou qui a donc diagnostiqué la tuberculose pulmonaire et le premier médecin de l'humanité que vous connaissez, c'est Hippocrate, le docteur Hippocrate. Donc Hippocrate, c'est lui-même qui a, en examinant un certain nombre de patients, il a remarqué que ces patients étaient amaigris, ils avaient le visage étiolé, pâle, anémié et qui toussaient. Et donc à ce moment-là, il a parlé de ce qu'on appelle la phtisie. Phtisie en grec veut dire amaigri. D'où la science de la phtisiologie qui explique beaucoup plus la tuberculose. L'étymologie du mot tuberculose vient de tubercula. Tubercule, c'est au XVIIe siècle que l'italien Fracastoro, un anatomopathologiste, lorsqu'il examinait en post-mortem les poumons de patients décédés de tuberculose, il a trouvé ces tubercules disséminés au niveau des deux poumons qu'on appelle tubercula. C'est des proliférations tumorales qui se trouvaient au niveau des parenchymes pulmonaires, d'où le mot tuberculose. En réalité, le mot tuberculose est venu au XIXe siècle grâce à Laennec, le professeur Laennec, ce Français de Bretagne. C'est lui qui a décrit sur le plan clinique la tuberculose pulmonaire grâce à son polymorphisme radio-clinique. Il existe plusieurs formes de tuberculose, d'où l'appellation de tuberculose. Donc ça, c'est pour l'étymologie du mot tuberculose. Alors, qu'est-ce que j'attends de vous via ce cours? C'est d'abord comprendre et assimiler les bases fondamentales de la tuberculose, parce que si vous assimilez bien les bases fondamentales, vous n'oublierez jamais la tuberculose, ce qu'est la tuberculose, que vous soyez médecin généraliste ou spécialiste ayant abordé une autre spécialité, vous ne pourrez jamais oublier la tuberculose. Le deuxième point, il faut savoir détecter la tuberculose pulmonaire, c'est-à-dire diagnostiquer la tuberculose pulmonaire, en ayant le réflexe, bien entendu, de demander une radiographie thoracique et rechercher la bacioscopie dans les crachats, bien entendu, chez un patient suspect, voir ce qu'on appelle un sujet à risque, on en parlera après. Et enfin, il faut retenir que la tuberculose pulmonaire est un véritable problème de santé publique parce que c'est une maladie qui est contagieuse, qui se transmet d'homme à homme. Alors, pour définir la tuberculose, donc sachez que c'est une maladie infectieuse pour la simple et unique raison parce qu'elle est due à une bactérie. Et contagieuse parce qu'elle se transmet par voie aérienne, comme on va le voir après, d'homme à homme. Elle survient donc suite à l'inoculation du parenchyme par le fameux Mycobacterium tuberculosis, cette bactérie qu'on appelle le bacille de Koch, BK. Pourquoi Koch? Parce que c'est M. Robert Koch, que vous voyez ici, ce chimiste allemand, qui a identifié le Mycobacterium tuberculosis via son microscope optique et il a présenté son travail au niveau du congrès de Berlin en 1884.
le 24 mars. Et c'est là qu'il a montré, durant ce congrès, le bacille de Koch via le microscope optique. Donc, maladie infectieuse, contagieuse, qui survient suite à l'atteinte du parenchyme pulmonaire par Mycobacterium tuberculosis au bacille de Koch. Et elle affecte cette maladie, elle affecte les patients préalablement infectés. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que les patients qui sont déjà infectés par le bacille de la tuberculose, sans qu'ils ne soient malades, et là on parle de tuberculose infection, ce sont ces malades-là qui vont faire la maladie tuberculeuse. C'est pour ça qu'on parle, elle affecte des patients préalablement infectés. Elle se transmet d'homme à homme par voie aérienne, comme je l'ai dit. Et ça, c'est très important à noter. Elle constitue la seule source de contamination à l'origine d'un grand problème de santé publique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que seule la tuberculose pulmonaire est contagieuse. Et là, vous retenez, via cette définition, les principaux mots-clés. Donc, maladie infectieuse et contagieuse. Infectieuse parce qu'elle est due à Mycobacterium tuberculosis, cette bactérie qu'on appelle bacille de Koch ou BK. Et le deuxième mot-clé, c'est parenchyme parce qu'elle touche le poumon. Donc, seule la tuberculose pulmonaire est contagieuse. L'autre mot-clé, c'est Mycobacterium tuberculosis, la bactérie responsable. Et il faut qu'il y ait une préalable infection. Ça veut dire il faut que le patient soit déjà infecté par le bacille de tuberculose pour faire la maladie. La voie aérienne, c'est la voie de transmission et santé publique parce qu'elle constitue un véritable problème de santé publique. Alors, on commence par les bases fondamentales. La première base importante fondamentale, c'est la transmission du bacille chez l'homme. Donc, comme on l'avait dit, la transmission est aérienne. C'est ça le problème. Parce qu'elle se transmet comme le virus, elle se transmet par voie aérienne. Exceptionnellement, la tuberculose se transmet par le lait de vache ou bien le lait non stérilisé d'une vache malade. Une vache malade non stérilisée peut transmettre le bacille de la tuberculose. Et ce bacille-là, on l'appelle Mycobacterium bovis. Parce que, comme vous le savez, la vache appartient au bovin. C'est pour ça qu'on parle de Mycobacterium bovis. Mais cette transmission est rare, mais elle existe dans certains pays, notamment en Afrique, des pays pauvres sur le plan économique, qui n'ont pas de ressources financières et qui ne peuvent pas stériliser le lait de vache. Ce n'est pas le cas chez nous en Algérie, puisque notre lait, le lait de vache est pasteurisé, stérilisé. Et comme vous le voyez ici, seule la tuberculose pulmonaire est contagieuse. Là, j'insiste, parce que toute tuberculose extra-pulmonaire n'est pas contagieuse. C'est-à-dire la tuberculose pleurale n'est pas contagieuse. La tuberculose intestinale n'est pas contagieuse. Seulement la tuberculose pulmonaire est contagieuse. La deuxième base fondamentale, c'est la contamination. Et ça vous intéresse, vous étudiants, puisque vous allez faire des stages cliniques au niveau du service de pneumologie et vous êtes censé comprendre la contamination. Et alors, comment elle se transmet, comment se fait la contamination? Eh bien, elle se fait grâce aux gouttelettes de Flügge. Flügge, c'est un chimiste allemand qui a bien examiné ces gouttelettes. Ce sont des particules infectantes. Ce sont des aérosols de sécrétion bronchique mucopurulente qui contiennent des bacilles et qui émanent du poumon profond du patient ABK positif. D'accord? Lorsqu'il tousse, lorsqu'il éternue, il va envoyer ces gouttelettes dans l'air.
Donc, au contact de l'air, ces gouttelettes se dessèchent en surface et deviennent de particules très légères avec des bacilles vivants qui restent quelque temps en suspension dans l'air. Donc, c'est cette suspension des gouttelettes de fluide dans l'air qui va être à l'origine de la contamination des sujets. Et donc, le risque de transmission du BK à un sujet sain dépend de deux éléments importants. Et ça vous concerne, vous étudiants, puisque vous allez côtoyer le service de pneumologie. Et là, je vais vous rassurer lorsque vous allez comprendre ça. Donc, le risque dépend de deux éléments. Un, la concentration de ces particules infectantes en suspension dans l'air. Bien entendu, plus la concentration est importante, plus le risque augmente. Le deuxième élément qui est très important, c'est la durée pendant laquelle le sujet respire cet air contaminé, c'est-à-dire cette suspension qui se trouve dans l'air. Et cette durée donc a été étudiée par Riley, un chercheur américain. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris deux chambres, il a mis un cobaye malade, c'est-à-dire atteint de tuberculose, dans une chambre, et dans une chambre mitoyenne, il a mis un autre cobaye sain. Et il a relié le système de ventilation de l'air du cobaye malade vers le cobaye sain. Eh bien, il a fallu 18 mois pour que le cobaye sain contracte la tuberculose. Ça veut dire que le cobaye sain va respirer l'air qui vient de celui du cobaye malade. C'est pour ça qu'il va contracter la tuberculose. Il a fallu donc une durée d'exposition de 18 mois à cette air contaminée pour que le cobaye contracte la tuberculose. Vous voyez donc, la durée quand même est longue, la durée d'exposition est assez longue. Vous, étudiants qui faites un stage de 6 semaines en pneumologie, donc là, vous êtes loin du risque. Les patients, en fait, les personnes qui sont exposées, même pas les internes d'ailleurs, qui font 3 mois de stage. Les personnes qui sont exposées, ce sont les personnes titulaires professionnelles au niveau du service de pneumologie, par exemple le personnel paramédical, les résidents, les assistants et tout le personnel. Ce sont ces personnes-là qui sont vraiment exposées au risque de la tuberculose. Bien entendu, le risque zéro n'existe pas. Vous pouvez contracter la tuberculose dans un bus, dans votre quartier, lorsque vous êtes exposé à une personne régulièrement et vous ne savez pas. Mais au service de pneumologie, le risque pour vous est tout à fait moindre d'ailleurs. Et même quand vous faites le stage, nous, on ne va pas vous exposer aux patients tuberculeux. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup de cas de tuberculose. On n'hospitalise pas la tuberculose, seulement les cas compliqués de tuberculose. Et les étudiants ne seront pas exposés à ces quelques cas, 3 ou 2 cas de tuberculose. C'est vous dire que le risque de la tuberculose au niveau du service de pneumologie lorsque vous faites le stage est vraiment moindre. Alors, une autre base importante, c'est la pathogénie de la tuberculose. Comment la tuberculose pulmonaire maladie, comment elle survient? D'abord, elle survient chez un sujet, comme on l'avait dit, précédemment infecté par le bacille de Koch, ou bien en cas de contact massif ou de déficience immunitaire. Donc, elle survient suite à 3 mécanismes. D'abord, rarement par une aggravation du foyer initial de la tuberculose infection qu'on appelle aussi la primo-infection. C'est le premier cours que vous avez fait. Donc, c'est une tuberculose, la tuberculose infection. Dans 90% des cas, elle est latente, c'est-à-dire elle est asymptomatique. Et dans 10% des cas, elle s'exprime par des symptômes tels que la fièvre, la typhobacillose de l'endousie, l'érythème noueux au niveau de la face antérieure des jambes, etc. Donc, rarement par aggravation d'un foyer initial de la tuberculose infection. Les 2 mécanismes les plus fréquents
qui sont à l'origine de la tuberculose pulmonaire. C'est d'abord la réactivation endogène et la réactivation ou la réinfection exogène. Qu'est-ce que la réactivation endogène? En fait, ce sont les bacilles qui essaiment. Lorsque le malade fait la tuberculose infection, c'est-à-dire lorsqu'il est infecté par le bacille de la tuberculose, bien entendu, le système immunitaire va donc réagir et détruire les bacilles. Mais il reste quelques bacilles qui sont incarcérés au niveau des macrophages, en milieu cellulaire, donc acide, et ils vont donc être inactifs et inefficients. Ce sont ces bacilles-là qu'on appelle les bacilles quiescents ou les bacilles dormants qui vont se réactiver suite à une diminution de l'immunité du patient. Et donc, c'est ça ce qu'on appelle la réactivation endogène. Ce sont ces bacilles qui dormaient, qui vont être réactivés suite à une immunodéficience. La deuxième, le deuxième facteur ou le deuxième mécanisme, c'est la réinfection exogène. Eh bien, ça c'est simple. C'est une, on va dire, une surcontamination ou bien une contamination externe. Ça veut dire que le sujet est en contact avec des patients tuberculeux ABK+. Donc voilà, ce sont ces deux mécanismes les plus fréquents. La réactivation endogène, ça veut dire que le patient a déjà ces bacilles, il est infecté, qui vont se réactiver suite à une immunodéficience. La réinfection exogène, c'est un patient qui est exposé à un sujet contact, c'est-à-dire un sujet tuberculeux ABK+. Et vous voyez là donc en rouge cette équation qui a été mise en évidence par American Thoracic Society, ATS, et le CDC, Center for Disease Control. Le CDC, c'est c'est un grand centre de maladies infectieuses qui se trouve à Atlanta, aux États-Unis. Et ils ont beaucoup travaillé sur tout ce qui est maladies infectieuses, et notamment la tuberculose. Et donc, ils ont mis en place cette équation pour comprendre la pathogénie de la tuberculose. Donc, d'abord, le patient est exposé. Suite à un certain nombre de facteurs de risque, il y a une exposition. Le patient est exposé, bien entendu, au sujet contact, c'est-à-dire, ce qu'on appelle les cas incidents ou les cas, positifs à tuberculose ABK+. Lorsque le sujet contact est exposé, d'abord, il va être infecté. C'est la phase infection, ou ce qu'on appelle la tuberculose infection, ou qu'on appelait jadis la primo-infection. Donc, le sujet va être contaminé par le bacille, et s'il a un bon système immunitaire, il va rester au stade de l'infection, c'est-à-dire il va rester asymptomatique. Maintenant, avec l'apparition de facteurs de risque, ce sujet peut passer à la maladie, c'est-à-dire la tuberculose infection peut passer à la tuberculose maladie, disease en anglais, et à ce moment-là, le malade fera la tuberculose pulmonaire maladie. Et là, il nécessitera un traitement. Maintenant, s'il n'est pas pris en charge, il peut mourir de tuberculose death. Et donc, c'est ça, en fait, on va dire la trajectoire ou la pathogénie de la tuberculose. D'abord, il faut être exposé. Ensuite, une fois exposé, vous êtes infecté. Si vous avez de faibles défenses immunitaires, vous pouvez passer à l'étape tuberculose, maladie, disease. Et si vous n'êtes pas traité, le patient peut mourir de tuberculose. D'ailleurs, la tuberculose, à ce jour, malheureusement, tue si le patient n'est pas pris en charge et traité. Alors, quelle est l'histoire naturelle de la tuberculose, c'est-à-dire comment elle se transmet? Eh bien, regardez ce sujet,
Ce que vous voyez, ça, ce sont les gouttelettes de flux, cette suspension dans l'air que le sujet va respirer, va inhaler, et le BK va se déposer au niveau de ses alvéoles. Regardez ici, au niveau des alvéoles pulmonaires, au niveau du poumon profond. Il peut aussi, le BK peut toucher n'importe quel organe, comme vous le voyez ici. Et à ce moment-là, on parlera de tuberculose extrapulmonaire, qui d'ailleurs, qui n'est pas du tout contagieuse. Il peut toucher le rein, il peut toucher le foie, il peut toucher le cœur. Donc, le bacille peut se transmettre à n'importe quel organe, mais plus fréquemment au niveau du poumon. Et regardez ici, cette étape est très importante. Regardez ce que vous voyez ici. Ce que vous voyez ici, c'est que nous sommes en plein alvéole pulmonaire et ce que vous voyez là, ce sont les lymphocytes. C'est l'armée des cellules lymphocytaires et au milieu, vous voyez des bâtonnets, d'accord? Noirs, en réalité, on verra après, c'est rouge. C'est le bacille de la tuberculose. Et donc, cette étape-là, le bacille est encerclé, comme vous le voyez, par les cellules lymphocytaires, les cellules de défense. Et ça, c'est l'étape de la tuberculose infection. Le sujet est asymptomatique à cette étape parce que le bacille ne traverse pas les branches et il ne va pas donc léser le parenchyme pulmonaire. Il est incarcéré, il est circonscrit par les cellules lymphocytaires. C'est l'étape de la tuberculose infection. OK? Ensuite, si vous regardez en bas, là, par contre, regardez ce qui se passe. Ici, le bacille de Koch, le bâtonnet, se fraye un chemin et passe au niveau des branches pour léser le parenchyme pulmonaire et donner la tuberculose pulmonaire. Ça, c'est l'étape tuberculose maladie. Qu'est-ce qui se passe ici sur le plan immunitaire? Il y a une déficience de l'immunité qui permet le passage du bacille au niveau des branches et donc il va léser le parenchyme pulmonaire. Donc, étape tuberculose, on va voir tuberculose infection, le sujet est asymptomatique, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est l'étape tuberculose maladie, puisque le système immunitaire est déficient et le BK va être nocif. Alors, ici cet organigramme, ou en fait, cet algorithme, nous explique la contamination. Regardez, c'est un sujet qui est contagieux au départ. Et il va donc, via la contamination aérienne, il va contaminer un sujet contact. Alors, ce sujet contact, il fera, s'il a un bon système immunitaire, il va faire une infection tuberculeuse latente ou tuberculose infection ou ce qu'on appelait auparavant primo-infection. Mais suite à une immunodépression, il peut passer à la tuberculose maladie. Il peut également faire une tuberculose aussi extrapulmonaire. On a vu des patients qui nous viennent avec une atteinte parenchymateuse et une atteinte pleurale. Et donc ce sujet-là, qui fait une tuberculose maladie, on l'appelle cas index ou un cas incident, c'est-à-dire un tuberculeux ABK+. Il peut aussi, ce sujet contact, s'il a des défenses immunitaires faibles, il peut contracter, rappelez-vous les mécanismes dont on a parlé, ça c'est l'aggravation de la tuberculose infection rapidement et il passe à la tuberculose maladie. Donc s'il a une déficience immunitaire, une fois contaminé, il va faire la tuberculose maladie. Il pourra faire également la tuberculose extrapulmonaire. Et ce cas-là, on l'appelle bien entendu cas index ou cas incident. Voilà l'histoire naturelle ou la transmission de la tuberculose. Sujet contagieux qui va contaminer un sujet contact qui fera soit il passe par la tuberculose infection, ensuite
ces défenses vont être déficientes et passer à la tuberculose maladie, ou bien il peut directement passer par la tuberculose maladie et devenir un cas index, un cas incident, un cas contagieux, si vous voulez. Donc, il faut savoir que 5 à 10% de ces patients tuberculeux, en fait, 5 à 10% des patients qui vont être infectés contracteront dans les 2 ans qui suivent la tuberculose infection, la tuberculose maladie. D'accord? Ça veut dire un patient qui fait une tuberculose infection, sur 100 patients qui font une tuberculose infection, seulement 5 à 10% feront la tuberculose maladie. Ce qui est quand même assez intéressant. Maintenant, ces patients qui font la tuberculose infection, regardez, si ce patient qui fait une tuberculose infection fait un problème d'immunodépression important, par exemple le VIH, ce sera malheureusement 30 à 40% de ces patients qui feront la tuberculose pulmonaire. Alors qu'un sujet qui n'a pas de difficulté au niveau de l'immunité, s'il est infecté par la tuberculose, le bacille de la tuberculose, et bien sur 100 patients infectés, seulement 5 à 10% feront la tuberculose dans leur vie 2 ans après cette tuberculose infection. Toujours au sillage des bases fondamentales, nous parlerons ici maintenant des sujets à risque. Quels sont les sujets à risque? Les sujets à risque, d'abord, l'augmentation du risque de l'infection. Ce sont les personnes démunies qui habitent dans des habitations surpeuplées, dans la précarité. Nous avons vu ça lorsque nous avons fait notre enquête en les années 2000, au niveau des quartiers des planteurs, au niveau de Hay Nejma, c'est-à-dire Shtaibo, au niveau de la cité Ain Baïda, cité Qara 1, cité Qara 2, au niveau de l'Hassi. Ce sont des personnes qui vivent dans la précarité et les habitations surpeuplées. Nous avons trouvé beaucoup de cas de tuberculose au niveau de ces familles. Il y a aussi les populations mobiles, les réfugiés. Comme vous le voyez, donc les réfugiés, les populations mobiles, les prisonniers, les migrants qui vivent dans des dortoirs à l'étranger. Il y a aussi les hommes de troupes, les HDT, les militaires, parce qu'ils dorment dans des dortoirs. Donc voilà les sujets à risque déjà par augmentation de l'infection. Les démunis, les populations mobiles, les prisonniers, les migrants et les hommes de troupe. Maintenant, quels sont les facteurs qui augmentent le passage de l'infection tuberculose à la maladie? Il y a la malnutrition, l'immunodéficience, VIH, on en a parlé. Et regardez, malheureusement, le risque cumulatif de la tuberculose maladie est de 50% pour la période de vie chez un VIH. C'est-à-dire un VIH qui est infecté par le bacille de la tuberculose, eh bien, il va passer à la tuberculose maladie dans 50% des cas, malheureusement. Le diabète, un autre facteur qui permet le passage de l'infection tuberculeuse à la maladie, la gastrectomie et un traitement au long cours par les corticoïdes. Bien entendu, les corticoïdes sont des immunosuppresseurs, donc un traitement au long cours chez un patient qui fait une tuberculose infection peut passer à la tuberculose maladie. Donc voilà, ce sont les sujets à risque et les facteurs qui augmentent le passage de l'infection à la maladie. Toujours au niveau des bases fondamentales, en parlant de bactériologie, eh bien, vous savez qu'il existe des milliers d'espèces de Mycobacterium tuberculosis. Mais on évoquera que le complexe tuberculosis, c'est-à-dire les principaux mycobactéries responsables de la tuberculose, les principales mycobactéries
responsables de la tuberculose, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium africanum et Mycobacterium bovis. Rappelez-vous, bovis, il se trouve au niveau des bovins, il est responsable donc de la tuberculose chez les bovins. Le plus fréquent, bien entendu, c'est le Mycobacterium tuberculosis. Le Mycobacterium africanum se trouve il est fréquent au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Le bacille de Koch ou le Mycobacterium est un bacille aérobique strict. Ça veut dire qu'il adore le milieu oxygéné. Il vit dans un milieu oxygéné. Il a des parois riches en lipides. Il se multiplie très lentement, c'est-à-dire il se multiplie toutes les 20 heures. Le poumon est le milieu favorable de multiplication de ce bacille, température 37, et il lui assure l'obscurité et la richesse en oxygène. Ce que nous pouvons tirer ici comme conclusion clinique et thérapeutique concernant le fait que ce bacille se multiplie lentement toutes les 20 heures, d'abord, la première conclusion clinique à tirer concernant cette assertion, se multiplier lentement, ceci explique que la tuberculose est une maladie chronique. Et la déduction thérapeutique, le fait est que le bacille se multiplie lentement toutes les 20 heures, cela explique la dose unique matinale à jeun du traitement antituberculeux. Ça veut dire les 4 médicaments associés, on les donne le matin à jeun. Une prise unique matinale à jeun. Pourquoi? Parce que le bacille se multiplie toutes les 20 heures. Ce n'est pas le cas de l'Escherichia coli et d'autres bactéries qui se multiplient toutes les 10 minutes, d'où on donne par exemple 3 prises par jour. Okay? Alors que là, en matière de tuberculose, c'est une prise unique matinale à jeun du traitement. Alors, le bacille, il est caractérisé par une coloration très particulière via la visualisation optique et qui imprègne les parois du bacille riches en cire. Alors, sur le plan anatomopathologique, comment on voit à l'œil, à la macroscopie, en fait, le bacille? Eh bien, on va parler de ce qu'on appelle le caséum. Qu'est-ce que le caséum? Lorsque le bacille provoque des lésions au niveau du parenchyme pulmonaire, eh bien, ces lésions correspondent à une nécrose caséeuse, tissulaire et cellulaire. C'est le résultat de cette nécrose cellulaire et tissulaire qu'on appelle le caséum, c'est une substance blanche jaunâtre, substance pâteuse, onctueuse. C'est comme le fromage blanc, d'accord? C'est ça ce qu'on appelle le caséum. C'est spécifique de la teinte tuberculeuse. Il y a aussi les ulcérations, c'est des pertes de substances irrégulières à bord des collets qu'on retrouve au niveau du parenchyme pulmonaire. Les fistules, et ça on retrouve au niveau des adénopathies latéro-cervicales, l'abcès froid paravertébral. Donc vous pouvez voir des patients qui ont des adénopathies latéro-cervicales. Si quelqu'un a une adénopathie latéro-cervicale et qui fistulise, elle ne peut être que d'origine tuberculeuse. Donc c'est une tuberculose ganglionnaire extrapulmonaire et qui n'est pas contagieuse bien sûr. Le nodule, un autre aspect isolé qu'on voit à la macroscopie, c'est des granulations blanchâtres ou jaunâtres disséminées qu'on trouve aussi au niveau du parenchyme pulmonaire. Et la caverne tuberculeuse, c'est une cavité remplie ou tapissée de caséum. C'est une perte de substance qu'on voit au niveau du parenchyme pulmonaire. Sans donc les aspects macroscopiques de la tuberculose pulmonaire. Maintenant, on va vers la microscopie de la tuberculose pulmonaire et à la phase aiguë, comme vous le savez, la tuberculose est une inflammation au départ. C'est une lésion exsudative peu spécifique de la tuberculose. Au niveau de la phase subaiguë, la lyse des bacilles va libérer les phospholipides qui entraînent une réaction tissulaire spécifique avec formation
du fameux follicule de Koester qu'on appelle aussi le granulome tuberculoïde ou le granulome de Koester. Donc, cela signe l'inflammation spécifique de la tuberculose. Et donc, c'est quoi ce follicule de Koester? C'est le follicule épithéloïde gigantocellulaire. Il est constitué de cellules épithéloïdes, de cellules géantes de Langhans, et le tout est entouré par une couronne périphérique de lymphocytes. Ce follicule ne contient pas de nécrose et n'est pas spécifique à la tuberculose. Il est commun au granulomatose. Au granulomatose, tout à fait, oui. Par contre, le follicule caséeux, il contient une nécrose centrale caséeuse typique de la tuberculose. Donc, en fait, lorsqu'on fait une analyse microscopique, l'histologiste ou l'anapathe va vous dire présence de cellules épithéloïdes, cellules géantes de Langhans. Le tout est entouré par une couronne périphérique de lymphocytes et au sein de ce follicule, on trouve une nécrose caséeuse, une nécrose centrale caséeuse. Lorsqu'il dit présence au sein du follicule de Koester ou granulomateux, présence de la nécrose centrale caséeuse, là, vous êtes sûr que c'est tuberculeux. Et là, regardez, on voit ce fameux follicule de Koester. Regardez cette couronne des lymphocytes. Rappelez-vous, les lymphocytes, ce sont les cellules de défense. Et au centre, il y a les cellules de Langhans, les cellules épithéloïdes, les cellules géantes. Et là, la nécrose caséeuse qui témoigne du follicule de Koester, ça veut dire de l'origine tuberculeuse. Eh bien, vous aurez besoin de l'étude anatomopathologique dans le cas des tuberculoses extrapulmonaires seulement. Vous êtes censé étudier la microscopie, l'histologie, l'anapathe pour le diagnostic de la tuberculose extrapulmonaire et pas de la tuberculose pulmonaire. La tuberculose pulmonaire, on fera tout simplement le diagnostic bactériologique qui va suivre. Alors, en matière d'épidémiologie, la tuberculose a été décrétée urgence mondiale par l'OMS en avril 1993. Il faut savoir que le tiers de la planète est infecté par le bacille de la tuberculose. Environ 2 milliards de personnes sont infectées par le bacille de la tuberculose. Et on dénombre plus de 8 millions de nouveaux cas par an atteints par la tuberculose contagieuse et 3 millions de décès sont causés par la tuberculose. C'est vous dire, de nos jours, la tuberculose tue toujours malheureusement et il faut savoir que 80% des cas de la tuberculose surviennent dans 22 pays à haute prévalence en Asie, en Amérique latine et l'Afrique. Les pays les plus concernés, c'est l'Inde, le Pakistan, le Nigeria, le Zimbabwe, la Chine et la Thaïlande. L'Algérie n'est pas considérée comme un pays à haute prévalence de la tuberculose grâce à l'applicabilité du programme national depuis 1966. Et donc, le nombre de cas de tuberculose, toutes formes confondues, a été de plus de 23 000 cas durant l'année 2018. Ce qui correspond à une incidence d'environ 57 cas pour 100 000 habitants. Et le taux au niveau de la wilaya d'Oran est autour de 1447 cas. Nous allons voir ça en détail dans le deuxième cours, le programme national de lutte contre la tuberculose. Alors, pour la clinique, le diagnostic n'est pas difficile en matière de tuberculose. D'accord ? Rappelez-vous, d'abord, il y a un contexte qu'on appelle le contexte phtisiogène. C'est le contexte d'Hippocrate. C'est lui qui a donc identifié ce contexte. Sujet à risque d'abord, qui a un faciès noirâtre, étiolé, c'est-à-dire pâle, anémié et amaigri, avec des signes d'imprégnation tuberculeuse que vous connaissez, l'asthénie, l'anorexie, un amaigrissement et des sueurs nocturnes. Bien sûr, ces symptômes ne sont pas spécifiques à la tuberculose. Vous pouvez les trouver dans n'importe quelle maladie infectieuse. Mais le plus important, c'est le contexte phtisiogène. Et puis, il y a les symptômes
un fébricule, une toux qui dépasse 3 semaines. Une toux qui dépasse 3 semaines doit faire suspecter la tuberculose. Douleur thoracique fixe parfois, hémoptysie et une laryngite. Généralement, l'examen physique est pauvre. Ce n'est pas la peine d'examiner sauf s'il y a une douleur intense en coup de poignard où il faut suspecter le pneumothorax qui est une complication de la tuberculose. Donc, vous avez un patient à risque, un sujet à risque qui habite par exemple dans les quartiers populaires, un patient, un détenu, un prisonnier, un patient qui a une immunodéficience, un diabétique, un patient qui est sous corticoïdes long cours, un patient qui a une insuffisance rénale. Et donc, vous suspectez chez lui, donc le sujet est amaigri, il a un visage pâle et un faciès noirâtre, il tousse depuis plus de 3 semaines. Ça ne vous coûte rien de demander une radiographie thoracique et si vous avez des images évocatrices, vous passez à la bactériologie. Et le plus important, donc, c'est d'identifier un sujet à risque. D'abord, il faut humaniser l'accueil. Il est très important de recevoir correctement un patient. Donc, une fois le patient bien accueilli, vous faites un bon interrogatoire, vous recherchez la précarité sociale, où il habite, la notion de promiscuité, la notion d'immunodépression, la notion de vulnérabilité. C'est un sujet, par exemple un SDF, par exemple quelqu'un qui vit dans une habitation surpeuplée, c'est ce qu'on appelle la vulnérabilité. Et sur le plan clinique, observation clinique, vous cherchez le fameux contexte physiogène, un faciès pâle, noirâtre, amaigri, les signes d'imprégnation, sueur, amaigrissement, manque d'appétit et fébricule, et surtout une perte du poids. Les symptômes, donc on revient sur les symptômes, fébricule, une toux qui dépasse 3 semaines, il faut demander une radiographie thoracique. Douleur thoracique fixe, parfois hémoptysie, laryngite, et l'examen physique n'est pas nécessaire sauf si le patient se plaint de douleurs thoraciques, importantes notamment en coup de poignard. Alors, toujours dans le diagnostic positif, la radiographie thoracique joue un rôle très important puisque vous avez des images évocatrices telles que les opacités nodulaires, les opacités en nappe, les infiltrations, ce qu'on appelle les infiltrats, les images cavitaires et notamment la caverne tuberculeuse. Alors, en regardant, en examinant ces radiographies thoraciques, regardez par exemple sur cette radiographie thoracique et là vous voyez des lésions qui touchent les 2 poumons. Le poumon droit, le champ supérieur et moyen du poumon droit et le champ supérieur et moyen du poumon gauche. Eh bien, ce sont des lésions, c'est ce qu'on appelle des opacités diffuses, hétérogènes par endroits, denses, à limite floue. C'est ce qu'on appelle l'infiltrat radiologique. C'est un infiltrat bilatéral intéressant les champs supérieurs et moyens des 2 poumons. Ça, c'est très suspect. C'est évocateur plutôt de tuberculose. En regardant ce cliché, regardez ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une image, regardez, cavitaire, au niveau du champ supérieur du poumon gauche. Là aussi, regardez, il y a une autre image cavitaire au niveau de la région sous-claviculaire gauche. Alors que j'ai agrandi ici, que vous voyez bien, regardez, la voici. Donc, c'est une clarté entourée, d'un liseré opaque, sous-claviculaire d'environ 3-4 cm de diamètre. C'est une perte de substance, c'est ça la caverne, c'est-à-dire qu'il y a le parenchyme est creusé et on voit plus de parenchyme, il est détruit, c'est la nécrose cellulaire et tissulaire et c'est une caverne tuberculeuse. Une autre caverne que nous voyons au niveau du poumon gauche, regardez là aussi, lobe supérieur gauche comme le précédent, là aussi on revient
région sous-claviculaire, lobe supérieur gauche, proche de la région axillaire. Et là, on voit également l'image cavitaire, cette clarté entourée d'un liseré opaque et épais au niveau du lobe supérieur gauche. Là aussi, elle est proche de la région axillaire. C'est un aspect évocateur de caverne tuberculeuse. Une autre radiographie, généralement, comme vous l'avez vu, la caverne tuberculeuse, elle a un siège de prédilection, c'est les champs supérieurs. Bien entendu, c'est parce que l'air se trouve en haut et vous savez bien que le bacille est un aérobique strict. Mais on voit ici une image cavitaire au niveau de la base pulmonaire. Regardez, c'est une image cavitaire, clarté entourée d'un liseré opaque et épais. Là aussi, c'est des images, c'est une image évocatrice, très évocatrice de la tuberculose pulmonaire. Alors, d'autres images radiologiques. Maintenant, si vous regardez ce cliché, ça, c'est un cliché qui n'est pas bon. Regardez. Excusez-moi. C'est tout le poumon gauche qui est atteint, qui est détruit par des opacités diffuses, hétérogènes, à limite floues par endroits. Et au niveau du champ supérieur droit, il existe aussi opacité peu dense, hétérogène par endroits. Donc là, il s'agit d'une tuberculose étendue bilatérale avec une atteinte presque totale du poumon gauche et une atteinte du lobe supérieur droit. Alors, je reviens, excusez-moi. Et puis, une autre image de la tuberculose qu'on voit ici, une caverne avec un infiltrat. D'autres images aussi ici, à gauche, infiltrat tuberculeux. Regardez ici, une caverne avec un infiltrat qui prend tout le poumon droit. Ici aussi, caverne tuberculeuse au niveau du champ supérieur gauche et le champ supérieur droit. Là aussi, une autre caverne tuberculeuse au niveau du poumon droit du champ supérieur droit. C'est des images très évocatrices de la tuberculose pulmonaire. Bien entendu, vous aurez plus de détails au niveau des travaux dirigés. Là, donc, de plus près, regardez cette image cavitaire sous-claviculaire droite avec la présence d'un infiltrat, c'est-à-dire d'opacité minime à limite floue qui intéresse le lobe supérieur droit, le champ supérieur droit, avec la présence d'une image cavitaire caverne tuberculeuse. Et donc, c'est le même cliché. J'ai fait un scanner ici. Regardez, la caverne est bien mise en évidence par le scanner. Regardez ce scanner-là. Cette image cavitaire au niveau du lobe supérieur droit avec cet aspect ici qu'on appelle l'aspect en arbre, l'arbre de Bourgeon. En arbre de Bourgeon, image cavitaire, arbre de Bourgeon via cette image scanographique. Donc, tuberculose du lobe supérieur droit. Alors, nous parlerons maintenant du diagnostic bactériologique. Il s'agit d'un recueil des crachats. Après un effort de toux, on recueille les crachats dans un crachoir propre, fermé de manière étanche et bien étiqueté autour du corps du crachoir. Il faut toujours éviter le couvercle. Donc, 3 échantillons doivent être envoyés en 2 jours. C'est ce qu'on appelle le spot spécimen, en respectant les règles strictes de conservation et de transport. Maintenant, les patients qui ne peuvent pas cracher, tels que les enfants et les femmes, on peut faire par tubage gastrique, mais au lit du malade. Le tubage gastrique se fait au lit du malade, c'est-à-dire le patient est hospitalisé, il passe la nuit et le lendemain, on lui fait le tubage gastrique. On peut faire aussi la bacilloscopie, la recherche des BK par aspiration bronchique, par la fibroscopie bronchique. Mais le plus fréquent, c'est le recueil des expectorations. Alors ça, c'est important à montrer.
regardez, ça c'est le crachoir. Le malade va cracher ici. D'accord? Mais ce qui est important, il faut étiqueter le corps du crachoir. Qu'est-ce que ça veut dire étiqueter? Écrire les coordonnées du patient, nom, prénom du patient, le numéro, etc. Parce que ce crachoir va être envoyé au laboratoire pour la bactériologie. Il ne faut jamais écrire les références au niveau du couvercle. Il faut toujours écrire les références au niveau du corps. Pourquoi? Il m'est arrivé d'avoir supervisé le laboratoire de Kavgé et en examinant le laboratoire de microscopie, lorsque je suis rentré pour superviser, j'ai vu que les laborantines déposaient des crachoirs et que les crachoirs, l'étiquetage était écrit sur le couvercle. Et donc, pourquoi il faut éviter ça? Parce que lorsque la laborantine va déposer ses couvercles, par exemple, elle a reçu une dizaine de BK ou 20 BK, lorsqu'elle enlève le couvercle, elle peut se tromper. Elle est obligée d'enlever le couvercle pour prendre le prélèvement et le mettre en frottis. Donc, elle peut par exemple se tromper si elle a déposé autour d'elle, par exemple, une dizaine de crachoirs. Elle peut remettre le crachoir de X dans le crachoir d'Y. Et là, on aura des problèmes de faux positifs et de faux négatifs. C'est pourquoi j'avais dit immédiatement au responsable du laboratoire de la prochaine fois, il faut toujours écrire les coordonnées dans le corps du crachoir pour éviter qu'il y ait des changements de peau de patient. Alors voilà ce qui se passe au niveau du laboratoire. Une fois, voilà le prélèvement qui vient, voilà le prélèvement, d'accord, au niveau du crachoir. Donc le laborantin va prélever et il va mettre, avant de prélever, d'abord, excusez-moi, il va prendre une lame et il va la graver. C'est-à-dire, il va écrire les coordonnées du patient, le numéro du patient au niveau de la lame. Ensuite, il va faire le prélèvement et il constitue le frottis. Ce frottis va être fixé à l'alcool, d'accord? Et puis, il va mettre, regardez ici, la coloration, ce qu'on appelle la fuchsine phéniquée, cette coloration rouge. Il va la chauffer rapidement, quelques secondes. Ensuite, il va laver avec de l'eau. Il va rincer plutôt avec de l'eau. Toujours le rinçage. Et au milieu, il y a le frottis, c'est-à-dire le prélèvement. Ensuite, le laborantin va ajouter le bleu de méthylène pour arriver à ça. Et c'est ça le frottis qui est mis au séchoir pour sécher. C'est ce frottis-là qui va être regardé via le microscope optique pour voir s'il y a présence de bacilles de Koch ou pas. Donc, regardez, par exemple, je vous montre, ce sont des frottis de très mauvaise qualité. Ces frottis-là sont des frottis de mauvaise qualité à ne pas prendre en considération. Voilà un frottis qui est bien fait. Ce frottis est un frottis de bonne qualité. C'est pour vous dire que le diagnostic bactériologique, ce n'est pas facile de le faire. Il faut que le laborantin fasse ce genre de frottis de qualité pour avoir un résultat fiable. Parce que ce genre de frottis ne donnera jamais de résultat fiable. Donc voilà un frottis de bonne qualité. Alors, pardon. Et voilà le microscope optique où le microscopiste va mettre le frottis pour l'explorer. Alors là c'est ce qu'on appelle la lecture en créneau. Alors regardez ici, cette lame, elle est, on va dire, étiquetée
c'est-à-dire c'est le numéro et le code du patient, et ici le frottis, et voilà ce qu'on appelle la lecture en créneau, c'est-à-dire que le microscopiste va lire par rapport à la lame de droite-gauche, le premier champ, ensuite il descend gauche-droite, les 100 champs en deuxième position, ensuite droite-gauche, et ça nous fait 300 champs. Il va chercher les barres sur 300 champs. C'est ce qu'on appelle la lecture en créneau. De droite-gauche, ensuite gauche à droite et droite-gauche, ça nous fait une lecture sur 300 champs. Parce que la première longueur, c'est 100 champs, la deuxième longueur, 100 champs, et la troisième longueur, c'est 100 champs. Et voilà ce que va trouver le microscopiste. Regardez, ce qui est en bleu, rappelez-vous, c'est le bleu de méthylène qui a été mis. Et ce que vous trouvez là, c'est des bâtonnets rouges incurvés. C'est ça le bacille de la tuberculose. Bâtonnets rouges incurvés. Bacille, le fameux bacille acido-alcoolo-résistant. Parce qu'on va vous dire, au niveau de la bactério, présence de barres. Barres, bacille, acido-alcoolo-résistant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que malgré le fait que le bacille ait été fixé par l'acide et l'alcool, il garde la coloration. La coloration, il ne la perd pas. Il garde cette coloration du fichier phéniqué rouge. C'est pour ça qu'on parle d'acido-alcoolo-résistant. Donc, c'est ça qu'on regarde à la microscopie optique. C'est le bacille de corps. C'est bâtonnet rouge incurvé. Alors, voilà l'échelle de lecture ou de positivité des résultats. Le nombre de barres, lorsqu'on vous dit 0 barres sur 300 champs, ça veut dire qu'il n'y a pas de bacille, BK négatif. On la voit ici. On voit ici 0 barre. Maintenant, si on vous dit 1 à 9 bacilles sur 300 champs, c'est à refaire. C'est un examen douteux. 1 à 9 bacilles sur 300 champs, c'est un examen douteux à refaire. Maintenant, si on vous dit présence de 10 à 99 bacilles sur 100 champs, c'est positif. Donc, c'est à partir de là que c'est positif. Plus vous montez, plus c'est important. Donc, là, 1 à 10 bacilles par champ, c'est très riche. 10 bacilles par champ, c'est encore très bacillifère. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir, 0 bar, c'est négatif. 1 à 9 bars sur 300 champs, c'est douteux à refaire. 10 à 99 sur 100 champs et plus, c'est positif. Et là, une remarque s'impose. Lorsque vous envoyez les BK, il faut les envoyer chez les microbiologistes parce que maintenant, tout le monde veut faire de la microscopie. Un pharmacien, un biologiste, alors que seules les personnes habilitées à faire la microscopie ou la bactériologie, ce sont les microbiologistes. Donc, ça, il faut faire très, très attention parce qu'il y a beaucoup de faux positifs et de faux négatifs. Il y a aussi la culture. Voilà la culture, comment on fait la culture. C'est-à-dire, lorsque le laborantin va recevoir le prélèvement que vous avez vu tout à l'heure, il prend un bout pour faire le frottis pour la microscopie directe. Parce que la microscopie directe, si le prélèvement arrive le matin, le microbiologiste peut vous répondre l'après-midi, il va vous dire présence de barre, bacille, BK positif, et alors commencez à traiter le patient. Ça, c'est la microscopie directe. Maintenant, le laborantin, qu'est-ce qu'il fait? Il prélève un bout pour faire la microscopie directe et il prélève un autre bout pour le mettre dans ce milieu de Loewenstein-Janssen que vous voyez. C'est ce qu'on appelle le milieu de Loewenstein-Janssen. C'est quoi ça? C'est le milieu où pousse le bacille de la tuberculose. Il est composé d'œufs, d'asparagine, de pommes de terre. Et donc, c'est un milieu où le bacille peut pousser. Et donc, une fois
le prélèvement, un bout de prélèvement pris, le laborantin va ouvrir le bouchon et il va mettre le prélèvement dans le milieu de Loewenstein-Janssen et il le met dans une étuve, d'accord, 60 degrés, et on attend la première semaine, on lui enlève bien entendu le bouton pour voir s'il n'y a pas de contamination, et une semaine après, il va regarder s'il n'y a pas de contamination, il ferme le milieu et il le laisse jusqu'à 30 jours pour voir si le bacille va pousser. Et là, je ne sais pas si vous devinez, si vous voyez, il y a aussi des colonies, parce que ça, c'est une culture qui a dépassé 30 jours. Et regardez, cet examen, cette culture est de bonne qualité. Elle a été faite lors de notre projet avec le Dr Zil pour monter le laboratoire régional de référence de la tuberculose. Et vous voyez aussi des colonies beiges, rugueuses, du bacille de la tuberculose. Mycobacterium tuberculose, ce sont les colonies qui poussent. Ça veut dire que cette culture est positive. Alors, les nouveaux outils de diagnostic de la tuberculose, nous retenons seulement le GenExpert. C'est un nouveau test de dépistage de la tuberculose et de la résistance de la rifampicine. Il permet un diagnostic rapide en 100 minutes. Donc ça, c'est la biologie moléculaire. Ce GenExpert nous permet de faire le diagnostic de la tuberculose en 100 minutes par l'examen de l'ADN qui est retrouvé dans les crachats des malades. Le kit de cet examen coûte 40 à 60 euros. Et le voici donc, c'est un nouveau test de dépistage de la tuberculose ici et de la résistance à la rifampicine. Il permet donc, comme on l'a dit, un diagnostic en 100 minutes. Alors, il s'agit d'un système de PCR, Polymerase Chain Reaction, automatisé, validé par l'OMS en décembre 2010. Donc, sa sensibilité, regardez, elle est de 97% pour donc, la recherche dans les crachats et de 70% lorsque les bacilles sont négatifs au crachat avec une spécificité de 99%. Et voilà cette fameuse machine de Magic GenExpert. Donc, on va au niveau des crachats de l'ADN, regardez le prélèvement, on les met donc dans cet appareil et il va y avoir une extraction de l'ADN des crachats et regardez, il va nous donner en 1h45 minutes le diagnostic. Je pense, peut-être qu'on va l'avoir à partir de l'année 2021, cet examen. Bien sûr, l'examen des crachats est toujours d'actualité, mais cet examen aussi nous permet d'avoir rapidement le diagnostic, c'est-à-dire en 1h45 minutes. Alors, les standards internationaux de la tuberculose, définis beaucoup plus par l'OMS. Alors, le premier standard, toute personne avec une toux productive inexpliquée de 2 ou 3 semaines au plus devrait être suspectée de tuberculose. Le standard numéro 2, tous les patients tuberculeux, adultes, adolescents, enfants, capables d'expectorer, suspects ou présentant une tuberculose pulmonaire, devraient avoir au moins 2, de préférence 3 bacilloscopies, c'est ce qu'on appelle le spot spécimen quand c'est possible. Le 4e standard, toute personne avec une radiographie évocatrice tuberculose devrait passer l'examen microscopique des crachats. Nous terminerons donc par l'évolution de la tuberculose. Il faut savoir que 30% des patients guérissent spontanément, bien entendu, si il y a des lésions très très minimes, grâce au mécanisme de défense de l'organisme du patient. Sans traitement, 50% décèdent dans les 5 ans et 20% continuent à excréter les bacilles. Mais alors de nos temps, généralement, on arrive à diagnostiquer la tuberculose et les traiter correctement. La guérison se fait dans les
90% des cas, plus de 90% des cas, des fois. Alors, quelles sont les complications? Maintenant, lors de l'évolution de la maladie, le malade peut faire des hémoptysies de grande abondance. À ce moment-là, ce sont les formes qu'on hospitalise pour 1 semaine, maximum 2. Il peut faire un pneumothorax, un PNO. Donc là aussi, c'est un patient qui fait de la tuberculose pulmonaire et qui complique par un pneumothorax. On l'hospitalise, on exsuffle, on met un drain, 1 semaine, 10 jours, et il est sortant avec son traitement qui doit continuer au niveau des SCTMR. Il peut faire aussi une pleurésie. Là aussi, on hospitalise, on ponctionne et on le fait sortir. Il va continuer son traitement au niveau des SCTMR. Les séquelles de la tuberculose, ça veut dire qu'après la guérison, là, ça dépend du début du traitement. Si le malade est traité précocement, et donc il sera guéri sans séquelles. S'il est traité un peu tardivement, il va être guéri avec des séquelles telles que la DDB, la dilatation de branche, l'insuffisance rénale chronique. Si les lésions sont importantes, rappelez-vous l'aspect radiologique que nous avions vu tout à l'heure. Lorsque c'est une tuberculose étendue, le malade peut faire une insuffisance rénale, respiratoire chronique, comme séquelles aussi pneumothorax, rupture de bulle et les greffes aspergillaires. Eh bien, je vous remercie de votre attention. Vous pouvez toujours consulter les sites que je vous ai montrés au niveau de la première diapositive, pour avoir plus d'informations de la tuberculose. D'ailleurs, un cours d'une heure ou de 2 heures ne suffit pas pour la tuberculose. Il faut beaucoup plus, il faut 1 semaine ou 2 semaines pour bien comprendre la phtisie et la tuberculose. Je vous remercie de votre attention.